Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Ayabacho Lucas. Ayabacho Lucas, qu'on ne présente plus, leader ambazonien, s'il faut le désigner ainsi, commandant en chef du groupe armé Ambazonian Defense Force et président de la branche politique de son mouvement appelé Ambazonian Government Council. Vous êtes sans ignorer que le 14 janvier dernier, le Oslo Tingret, donc le tribunal de district d'Oslo, la capitale de Norvège, mon pays d'accueil, a décidé de proroger la détention provisoire, le varetect-fengsling, comme ils appellent ça ici, de, je crois, 4 semaines supplémentaires. Voilà. Et les juges, du moins, la Potale Myndighet, comme ils appellent ça ici, c'est-à-dire la patronne, la juge des poursuites, la juge suprême des poursuites, a estimé qu'Ayabacho était quelqu'un d'extrêmement dangereux et que s'il bénéficiait d'une liberté provisoire, soit il s'enfuirait, soit il porterait gravement atteinte aux preuves qui ont déjà été rassemblées contre lui, ou alors il constituerait une menace vis-à-vis des témoins dans cette affaire. Donc voilà, donc entre autres, les raisons qui ont motivé les, on va dire, la procureure près le dit tribunal de prolonger la détention provisoire d'Ayabacho Lucas. Alors, mesdames et messieurs, l'information que j'aimerais partager avec vous relativement à cette affaire, c'est que, bon, je n'aimerais pas entrer dans le fond du dossier, parce que comme vous le savez, je suis depuis le 11 décembre dernier proche de ce dossier-là, donc je ne vais pas entrer dans les moindres petits détails par respect pour la justice de mon pays d'accueil. Cependant, l'information que j'aimerais partager avec vous, c'est que c'est déjà en train de parler dans cette affaire. Et plus ça parle dans l'affaire Ayabacho Lucas, ici en Norvège où je vis, plus les noms de ses complices, au sommet de l'État du Cameroun bien sûr, commencent à sortir. Ah oui les amis, vous comprendrez donc pourquoi, lorsque Ayabacho a été interpellé par Kripos, dont la police criminelle de Norvège qui enquête sur cette affaire-là, le 24 septembre dernier, ce sont les Nchinda, les petits zozos activistes à la solde du régime là, et les médias camerounais, étrangers et tout, ce sont eux qui venaient là avec une pincée de triomphalisme pour dire oui, voilà, oui, que cette arrestation témoigne du succès, on va dire, de la coopération judiciaire entre la Norvège et le Cameroun, des bêtises, des conneries de ce genre. Pourtant, si vous avez remarqué, quand Ayuk Tabe, le leader, le tout premier président du interim government, que Samuel Sako et comme avait remplacé là en février 2018, quand il avait été arrêté, le gouvernement a communiqué dessus. Le gouvernement a communiqué dessus. Or, quand Ayabacho, est-ce que vous avez vu un seul communiqué du gouvernement, c'est-à-dire qu'un communiqué officiel du gouvernement se félicitant de ce que enfin Ayabacho a été, que enfin le grappin lui a été mis dessus? Est-ce que vous avez vu un seul communiqué officiel du gouvernement camerounais dans lequel ce dernier se félicite de l'arrestation d'Ayabacho Lucas? Et que voilà, il était recherché par les autorités camerounaises et tout et tout. Non, 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 non. Ces autorités camerounaises-là sont restées calmes. C'est parce qu'elles savaient très pertinemment que Ayabacho est leur complice dans les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qu'ils ont commandités dans le Southern Cameroun. Et j'aimerais également vous faire remarquer un truc. J'aimerais vous faire, avant d'en arriver aux noms qui apparaissent déjà dans la procédure, c'est-à-dire que les noms des complices d'Ayabacho Lucas. Écoutez d'abord ce que je vais vous dire là. Et j'aimerais vous inviter à remarquer une chose. C'est que en avril ou mai de l'année dernière, je ne sais pas, peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais je pense que c'est en avril dernier,
que le faux avocat du régime de Biya, le faux avocat d'Atanganji, des Ngongo Ferdinand qui est aux États-Unis, la maître Emmanuel Nsalai, il fait annoncer par les médias camerounais que oui, nous avons saisi le gouvernement norvégien afin que Ayabacho soit traduit devant la Cour pénale internationale. Oh, nous avons déposé une plainte aux États-Unis contre l'État norvégien pour complicité des actes de terrorisme imputés à Ayabacho. Je me suis alors posé la question de savoir que mais, le même Salai, il a déposé les plaintes aux États-Unis, il a déposé les plaintes en Irlande, il a déposé des plaintes à gauche et à droite. Des plaintes qui n'ont même jamais prospéré. Mais pourquoi il n'a jamais déposé des plaintes devant le Oslo Tingret, là où il passe souvent fureté là? Je ne sais même pas ce qu'il vient souvent chercher ici. Pourquoi il n'a pas déposé la plainte là-bas? Pourquoi c'est aux États-Unis que Maître Emmanuel Nsalai, à la solde de qui on sait, a déposé la plainte contre Ayabacho Lucas? Pourquoi il a évité la Norvège? Pourquoi? Et quand on arrête, et quand le criminel politique là, donc la police criminelle de Norvège, met la main sur Ayabacho, Nsalai va sur la CRTV, oui, vraiment, c'est grâce à moi, c'est que machin. Alors que, donc, Nsalai dépose sa plainte aux États-Unis contre Ayaba. On l'arrête ici en Norvège. Salah dit que non, c'est grâce à lui, que oui, c'est parce qu'il a saisi, ou c'est l'ambassade de Norvège aux États-Unis pour se plaindre de ce que oui, machin, Cécile, il faut que Ayabacho soit traduit devant la CPI pour des crimes qu'il a commandités dans, entre guillemets, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, etc., etc. Donc, Salah a manigancé toutes ces choses-là, mais il a évité la norme. C'est-à-dire que la logique eût voulu qu'il se déplaçât des États-Unis pour ici afin de venir déposer sa plainte. Il ne l'a pas fait. Il a attendu. Il a fallu que la justice norvégienne mette la main sur elle pour qu'il vienne se réjouir. Il met ça sur son crédit. Il dit que c'est grâce à lui que Ayabacho a été arrêté par la justice norvégienne. Le dit même, c'est une insulte à l'endroit des magistrats norvégiens, à l'endroit des enquêteurs norvégiens qui enquêtent sur l'affaire d'Ayaba. Parce que c'est donné l'impression que, oui, soit les magistrats norvégiens ne maîtrisent rien de leur loi, ils ne maîtrisent rien on va dire, de leur système juridico-judiciaire, à tel point que c'est un pays, c'est-à-dire que c'est un pays dictatorial, comme le Cameroun, qui leur rappelle que non, il y a quelqu'un là-bas, chez vous là-bas, qui commandite des crimes. Donc, ils font même insulte jusqu'au, on appelle ça ici, Politietsikkerhetstjeneste, donc les services de renseignement norvégiens. Donc, le pouvoir de Yaoundé a estimé à l'époque que non, que c'est grâce à la coopération entre le Cameroun. Donc, ça veut dire que même les services de renseignement norvégiens, là, ils ne savaient même pas qu'Ayabacho existait. Ils n'étaient pas au courant de ces agissements. Et qu'il a fallu que Yaoundé mette la pression sur les autorités. Donc, c'est-à-dire que vous avez suivi ce que le porte-parole du ministère des Relations extérieures, j'en avais parlé ici sur cette chaîne, Patrick Pouy Junior, avait dit à la chaîne de télévision norvégienne la plus célèbre, la NRK. Il dit que non, vraiment, nous sommes prêts à collaborer avec les autorités norvégiennes. Comme si la justice au Cameroun fonctionnait comme ici, où ce sont les autorités qui donnent des instructions aux magistrats, aux enquêteurs. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est insulté. Pourtant, ici en Norvège, toutes les personnes qui sont politiquement, c'est-à-dire que engagées là, les services de renseignement ont des infos sur vos activités. Tout ce que vous faites. La preuve, me voilà. On m'a convoqué récemment à Kripos, donc je suis allé à Oslo, j'ai témoigné là-bas. La jeune dame, là, c'est Anna. Anna, la jeune fille là, qui enquête sur Ayabala, comment elle a fait pour avoir mon numéro de téléphone? Comment elle a fait pour savoir qu'il y a un bienton qui vit quelque part là, au Surlendemain là, il est camerounais d'origine, et puis comment elle l'a su? C'est parce que ce sont les services de renseignement norvégiens qui lui ont fourni des informations me concernant. Voilà pourquoi elle m'a contacté. Donc Ayabacho était dans le collimateur des services de renseignement norvégiens, de la justice norvégienne depuis des années. Depuis des années. Et le gouvernement camerounais a envoyé un salaire auprès
des autorités norvégiennes pour une possible extradition d'Ayabacho vers la CPI. C'était pour des questions, c'était pour des raisons purement pécuniaires. Parce que quand ils font leur petit show là devant les médias et tout, c'est de l'argent que la présidence décaisse. Que non, il faut financer les démarches des live, donc c'est des centaines de millions, voire des milliards qui sont décaissés comme ça là, au profit de cet avocaillon brouillon là. Voilà, et ils en profitent donc sur les milliards ou les centaines de millions qu'ils décaissent. Ils encaissent les bachiches. C'est-à-dire que ce n'est que pour ça. C'était la seule et unique raison. Or, l'arrestation d'Ayabacho Lucas a fait ce qu'on appelle en anglais le backfire. Donc, il y a eu le backfire de ça. Et le backfire là est en train de s'abattre sur eux-mêmes. Voilà pourquoi, quand on arrête Ayabacho, la toute première réaction de tous les agents du gouvernement, le médiocre porte-parole du ministère des Relations extérieures, la Patrick Coué Junior, son discours c'était quoi? C'était que non, il faut nous livrer à Ayabacho. Il faut nous livrer à Ayabacho. Oh, livrer, ouais, livrer à Ayabacho, livrer. Les petits activistes à 2 sous du régime là. C'était quoi leur discours? Là, il faut qu'on le livre. Il doit être livré à la justice. Non, même les débats qui étaient organisés autour de cette actualité là tournaient autour de l'extradition d'Ayabacho vers le Cameroun afin qu'il réponde de ses actes. Non. C'est-à-dire qu'on avait comme le sentiment que le fait pour la justice norvégienne d'arrêter Ayabacho, de le garder ici, de le juger ici, n'arrangeait pas le pouvoir de Yaoundé. Ça n'arrangeait pas parce qu'eux-mêmes, ils savaient que s'il y a procès ici, en Norvège, le procès d'Ayabacho, si le procès d'Ayabacho s'ouvre ici, beaucoup de choses vont se savoir. Et je puis vous dire que les noms commencent déjà à sortir. Le premier nom, là je vous donne alors le A1. Le premier nom qui a été communiqué à Kripus relativement à l'affaire Ayaba, c'est le nom du groupe d'affaires Moukete. Le groupe d'affaires Moukete que vous connaissez. Parce que c'est le groupe d'affaires Moukete qui finançait Ayabacho Lucas, qui finançait les EDF d'Ayabacho Lucas. Je vous avais parlé d'une capture d'écran ici, que j'avais reçue quand j'étais encore au Cameroun, quand j'enquêtais sur le conflit anglophone. Une capture d'écran qui comportait une conversation entre Ayabacho et un de ses commandants sur le terrain. Ayabacho disait à son commandant que combien te reste-t-il de l'argent que le manager de Moukete nous a mis à notre disposition. Et le commandant a répondu, il ne reste que, je crois, soit 1 million ou 2 millions ou combien là. Parce que le reste de l'argent, on l'a utilisé lors de notre dernier voyage au Nigeria, un truc de ce genre. J'avais reçu une conversation. Donc, le premier nom qui a été cité devant la police norvégienne, la police criminelle, c'est le groupe d'affaires Moukete. Voilà le complice d'Ayaba. C'est-à-dire qu'elle a été citée, le groupe d'affaires, il a été cité comme complice d'Ayabacho dans tous ses agissements. Il a été cité. Et j'ajouterais même que le monsieur Belinga, il y a un certain monsieur Belinga là, qui est le proche, c'est-à-dire qu'un proche parent à un membre de la garde de la sécurité présidentielle. C'est-à-dire que le monsieur qui avait promis où c'est 1 milliard à Capo Daniel, donc le porte-parole de EDF, le groupe d'armée d'Ayabacho, s'il réussit à convaincre les leaders ambazoniens à prendre part aux négociations de sortie de crise au Canada. Là. Ce monsieur Belinga, lui-même, il doit être cité comme complice d'Ayabacho. Parce que c'est ce monsieur Belinga, ce frère d'un membre de la garde rapproché de Paul Biya. Ce sont des gens comme ça là, qui fournissaient de l'argent à Ayabacho afin qu'il achète les armes pour commettre les atrocités pour lesquelles il est poursuivi en ce moment. Un autre nom qui a été cité dans cette affaire Ayaba devant les tribunaux norvégiens, c'est le nom de Nkonda Titus. My country people then, let me inform you that your name have been quoted in the Ayaba case. So you will follow Ayaba in his dungeon. Are you getting me well? Are you getting me well, sir? You are living in England, right? But let me tell you that you will face justice in the days ahead because you have to be held accomplice of Ayabacho Lucas. Donc, ce Nkonda Titus
doit être passé. Ne regardez pas tout ce qu'il fait là sur ses comptes YouTube, Facebook là. Oui, il condamne Ayaba. Quand on a arrêté Ayabacho, ce criminel de Makonte, il s'en est réjoui. Non, 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 non. Tout ça, c'était, on appelle ça sauver les apparences. En réalité, ce Nkondatus là, il collaborait avec Ayaba, il collaborait avec Capo Daniel. Quand Capo Daniel était encore le porte-parole des EDF là, Ambazonan Defense Force. La preuve, Nkondatus lui-même, il avait déclaré que la politique mise en place par Ayabacho là, dans la ville de Bamenda, qui consistait à peindre les taxis en blanc et en bleu, les couleurs du drapeau ambazonien là, que c'est lui, Nkondatus, qui en était l'initiateur. Donc ça veut dire que les deux là, Ayabacho et puis Nkondatus, ils collaborent. Ils collaborent. Ils travaillent ensemble. Donc Nkondatus doit être également inculpé comme complice. Il doit être sick-tête, il doit être inculpé comme le complice d'Ayabacho Lucas. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter cet audio. Je vais rejouer cet audio-là. C'est un audio de Nkondatus, donc c'est un message qu'il envoyait à Ayabacho Lucas. C'était en 2021. J'avais diffusé ça ici sur ma chaîne YouTube. Réécoutez cet audio et on revient par la suite. Yeah, my man, Ayaba, that one a fantastic work, fantastic. You know, what way happened for boy. Yes, now so now the way that we just, you know, that kind of style where we discuss them. So if you just do and so easy, you know, yeah, they don't confirm them for me saying that the right strategy that we just get for, you know, behind the scenes will cause confusion. You know, just use one or two of the boys. Them like, if you pick one, just like you know how it happened for boy today, it will just cause confusion on the ground, total confusion. You know, so AGF they do fantastic work. You know, what will be happen for Munyenge? It will be. It not be planned that way, but it still get the right effect. So now we need to focus our attention on Manu and Momo, you know, cause confusion. So if one person sleep, then yes. Actually, I don't talk to, you know who I did talk about now. I don't talk to Ipa. And you know, your package becomes more time. Voilà, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que parce que quand moi je parle souvent ici, quand moi je prends la parole sur cette chaîne, beaucoup de petits plaisantins camerounais là viennent s'agiter là en commentaire pour dire oui, toi tu parles toujours sans les preuves, oh, en quoi est-ce que tout ce que tu dis est crédible, oh, machin, oh, ceci, oh, cela. Voilà donc un Nkondatus qui envoie un message à Ayabacho Lucas en le félicitant, en félicitant le travail de ces gars sur le terrain, qui consiste à semer la confusion. Vous avez entendu, vous avez suivi ce que Nkondatus a dit, que cette confusion, donc, il se félicitait de ce que, Nkondatus se félicitait de ce que les gars de Ayabacho étaient en train de semer la confusion sur le terrain. Et semer la confusion sur le terrain signifie quoi? S'attaquer aux groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle, commettre des atrocités vis-à-vis des civils, de manière à ce que ces civils-là aient le sentiment que la lutte ambazonienne est devenue, a viré vers une activité purement et simplement criminelle. De manière à ce que les populations n'y voient que du feu. Voilà. Et à la fin, on a dit, tu dis que, souviens-toi, il y a le papa que tu connais là. Il t'a gardé une enveloppe, donc il parlait de l'argent qui a été réservé à Ayabacho pour le travail qu'il fait, que ces gars font sur le terrain. Voilà. Voilà. Donc, que Nkondatus sache. Et Nkondatus, vous savez qui est son parrain au Cameroun, dans le sérail camerounais, c'est Ferdinand Gongo. C'est Ferdinand Gongo qui finance Nkondatus. Tous les voyages que ce criminel-là, ce bandit, ce petit voyou qui vit en Angleterre, là, tous ces voyages en classe affaires, en première classe, qu'il effectue souvent par avion de l'Angleterre pour le Cameroun, donc aller-retour, c'est la présidence, c'est Ngongo qui finance ces voyages. Quand comme Fortumasang avait tué par le même Nkondatus et sa bande, quand comme Fortumasang, la jeune fille qui avait été zigouillée à Moyoka, là, je crois que c'était en août 2020, vous vous rappelez de cette vidéo horrible là, d'une jeune fille, bon, je ne vais pas aller jusque dans les détails, vous vous rappelez sans doute. Quelques jours plus tard, c'était le 13 août 2020 que la vidéo avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, Nkondatus a été reçu à la présidence par Ferdinand Gongo, son parrain.
Et il en est ressorti avec les poches pleines. Ngongo l'a félicité pour le travail qu'il a bas sur le terrain, à savoir semer la confusion au sein de la lutte ambazonienne. Voilà. Donc, Nkondati, tu saches que son nom a été cité devant la justice norvégienne. Donc, bientôt là, Yves viendra répondre du rôle qu'il a joué, de la collaboration qu'il a fournie à Ayabacho, au EDF, etc. Il viendra s'expliquer par rapport à ça. Il va venir s'expliquer. Il viendra s'expliquer. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, les Ambazonan Defense Force bénéficient du soutien militaire et logistique de l'armée camerounaise, plus précisément du BI, du bataillon d'intervention rapide. Vous le savez très bien que toutes les armes dont dispose EDF là, proviennent de l'armée camerounaise et des services de renseignement du Cameroun. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Vous comprenez donc pourquoi depuis qu'on a arrêté Ayabacho là, c'est la confusion à Yaoundé. C'est-à-dire que la seule chose pour laquelle les membres du régime des Biya se battent en ce moment, c'est que la Norvège livre Ayabacho au Cameroun. C'est la seule chose. Parce que si la Norvège livre Ayabacho au Cameroun, rien n'est sûr que Ayabacho sera vivant là-bas. Rien n'est sûr que Ayabacho s'en sortira vivant au Cameroun parce qu'il a plein de secrets dans le ventre. Il a plein de secrets dans le ventre. Donc, les gars du régime, les gars du système BIA veulent que la Norvège leur livre Ayabacho afin qu'ils le zigouillent. Comme ils ont zigouillé le commandant suprême des EDF là, tout récemment, là, Général Efang. C'était il y a très exactement 1 an que Général Efang a été liquidé. Et ils ont fait la même chose du tout premier commandant suprême de EDF, Général Aivo. Général Aivo, vous savez qui a tué Général Aivo? C'est le colonel Bankui. C'est le colonel Bankui qui a éliminé physiquement. Ce n'était donc Général Aivo n'est pas tombé au front. Donc Général Aivo n'est pas tombé au cours d'affrontements entre soldats camerounais et les membres de EDF. Non, non, non. C'est le colonel Bankui qui avait fait tuer Général Aivo parce que le colonel Bankui utilisait déjà les EDF comme instrument de contre-révolution. Le colonel Bankui utilisait déjà les EDF pour infiltrer la lutte ambazonienne, pour la diviser. Moi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les services de renseignement infiltrent un mouvement révolutionnaire. C'est tout à fait normal. Mais ce que j'aimerais donc dire à tous ces membres de la Camorra qui dirigent le Cameroun, là, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'ils doivent assumer tous les crimes commis par EDF. Ces EDF qu'ils ont nourris, qu'ils ont chéris. Des crimes sur des civils, bien sûr. Ils doivent en porter l'entière responsabilité. Parce que quand ils utilisaient les EDF pour avoir accès au camp des ERF, donc Ambazonan Restoration Forces, qui sont sous l'autorité de Sako Ikome, ils s'en réjouissaient. Bon, maintenant, quand les mêmes EDF commettent des atrocités sur des civils, ils doivent en être également responsables. Ils doivent en porter la responsabilité. Ils doivent en être responsables. Je vois souvent certains Camerounais dire, oui, non, vraiment, comment le gouvernement camerounais peut monter des gangs de bandits pour tuer des civils. Moi ça me fait beaucoup rire. Hein. Si vous lisez ce livre-ci, regardez la première de couverture, le livre noir de la CIA. Si vous lisez ce livre-ci, vous comprendrez comment fonctionnent les services secrets dans le monde. Pas seulement au Cameroun, mais dans le monde. Les services secrets financent des opposants dans certains pays. Les services secrets financent les opposants. Les services secrets livrent des armes à des groupes armés. Les services secrets commanditent les actes de terrorisme. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Quand le bandit, le voyou, le colonel Joël-Émile Bankui, écrit des livres pour dire oui, la corruption, machin, c'est-à-dire que dans ces brouillons qu'il écrit là, il décrit exactement ce qu'il fait sur le terrain. À savoir corrompre les dissidents de manière à les retourner et tout, infiltrer on va dire, les groupes de dissidence et tout, utiliser les EDF et tout pour infiltrer la lutte ambazonienne. C'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Mais moi, ce que je réitère,
C'est que c'est bien beau d'utiliser les ADF pour infiltrer la lutte amazonienne, mais quand les mêmes ADF commettent des atrocités sur des civils, hein, ces dignitaires du régime des Biya doivent également en être responsables. Ils doivent en être responsables. Et ils doivent être tenus pour considérés comme complices d'Ayabacho Lucas. Parce que c'est des complices. Voilà pourquoi depuis que Ayabacho a arrêté, ils sont calmes. Ils sont calmes, les Atanganji Paul. C'est Atanganji Paul qui avait connecté Ayabacho au groupe d'affaires Mokete. C'est Paul Atanganji. C'est lui. Depuis là, il est calme, il ne parle pas. Parce qu'il sait que si la justice norvégienne pousse les enquêtes un peu plus loin, elle va remonter jusqu'au colonel Bankui, jusqu'au Kangongo, jusqu'à Betty Assomo, jusqu'à Atanganji, jusqu'à. Voilà pourquoi ils sont calmes là où ils sont là. Mais je tiens à leur dire, et comme je le dis depuis le début de cette chronique, que les noms sont déjà en train de sortir. Le nom de Nkonda Taitus est sorti dans l'affaire ici, l'affaire d'Ayabachoula. Nkonda Taitus, qui est l'agent secret de Ferdinand Gongo, son nom est sorti dans l'affaire là. Et d'autres noms vont encore sortir. Les noms de certains membres du régime de Biya vont sortir dans l'affaire ici. Là, on s'achemine tout doucement vers un procès. Vous allez voir, vous allez entendre des choses. Et à un moment donné, on va même demander aux faux avocats, là, de Salah Emmanuel, de venir même encore ici. Il ne va même plus venir. Parce que le gars va se rendre compte que ce sont les noms de ses parrains qui apparaissent dans le dossier comme les complices d'Ayabacho Lucas. Donc lui-même, il ne pourra même plus faire le compte rendu qu'il fait souvent de l'affaire aux journalistes là, aux journalistes camerounais et étrangers. Il ne pourra plus faire ça. Il ne pourra plus le faire. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous comme information relative à l'affaire Ayabacho Lucas. Merci d'avoir suivi. Partagez la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.